sujet qui est un sujet très technique et très professionnel, je préfère effectivement me présenter un peu plus. Donc je suis directeur d'un département chez Introsec, qui est en fait le département logiciel et technologie financière. Et aussi, je suis un membre fondateur du réseau des acteurs du numérique. Je suis président du Collège des Sages et je suis consultant en informatique d'une certaine manière. Et je me définis effectivement, peut-être que vous l'avez dit, comme technico-commercial. Donc je suis un ingénieur commercial industriel. Je m'occupe effectivement de l'informatique. Et c'est à ce titre, effectivement, que je vais parler aujourd'hui. Il faut dire une chose, c'est que je ne peux pas parler de l'économie numérique d'abord, je vais parler de l'informatique en tant que telle. Il faut comprendre qu'en 1960, quand nous avons eu l'indépendance, il y avait en fait deux grandes sociétés qui apportait le maximum de revenus pour la RDC, c'était la GRMI et c'était la Poste. Okay, la Poste et télécommunications. Et là, l'histoire avait commencé là, et la Poste a été véritablement un élément moteur dans le développement des communications au niveau du pays. Moteur par la Poste traditionnelle et moteur par le fait qu'on avait le téléphone qui permettait de pouvoir appeler l'ensemble du pays. C'était des réseaux RTC et satellitaires plus tard. Donc RTC, c'est le réseau commuté, le réseau Allo avec des fils. Et puis satellitaire avec des bons satellitaires, donc effectivement le message est pris du sol, ramené au-dessus et puis le message descend. Et donc c'est ça qui permettait effectivement d'avoir un pays qui vivait au son d'un même rythme et donner la possibilité à ceux qui étaient en région de pouvoir communiquer avec ceux qui étaient dans la capitale et ainsi de suite. Ensuite on a eu la Renatelsat, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc je ne sais pas si Renatelsat à l'époque était avant lié à la radio-télévision zaïroise de l'époque, aux RT, voilà, aux RT. Et donc la Renatelsat était vraiment c'était une belle invention parce qu'en 1974, quand on a pu faire la boxe, enfin le championnat du monde de Georges Foreman, on a pu faire la retransmission avec les moyens techniques effectivement de la Renatelsat aujourd'hui. Et la Renatelsat permettait de pouvoir transmettre l'image de la télé sur l'ensemble du pays. Et puis, évolution faisant, on est rentré dans une période trouble, mais avant qu'on arrive à la période trouble, on a eu quand même, il ne faut quand même pas oublier que ce pays a été l'un des pays les plus informatisés à l'époque, parce que le Ubuntu avait mis en place en fait une organisation, une institution qui était à la présidence, s'appelait SPIS, et c'était en fait l'agence de l'informatique du pays, du gouvernement ou de l'État. Et à l'époque, on était très bien équipés au niveau des finances, au niveau de la sécurité. On était le pays qui était le mieux équipé côté IBM. En fait, on a commencé avec les IBM 36. Et puis je crois qu'on a terminé avec les IBM 400, AS400 à l'époque. Et donc, quand je dis à l'époque, c'était au milieu des années 70. On était véritablement l'un des pays les mieux équipés informatiquement. Mais le recul, véritablement, a commencé dans les années 80, avec la chute du régime Ubuntu, avec la BBJ qui a suivi, et puis SPIS, qui était vraiment l'agence informatique, a été démantelé par Ubuntu, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il avait été, entre guillemets, dit que Ubuntu s'en méfiait du fait que toutes les transactions malveillantes qui pouvaient être faites au niveau des finances, c'était vu à travers SPIS. Donc du coup, Ubuntu a éteint cette agence. Donc,
Depuis les fins des années 70, début des années 80, donc nous n'avons plus eu une dynamique d'informatisation harmonieuse au niveau du pays. Et la guerre est arrivée, on est passé à la République suivante de Laurent-Désiré Kabila, donc ensuite on a eu le fils Kabila. Et au fils Kabila, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement des velléités d'informatiser, mais qui étaient des velléités très parcellisées, très mal organisées, parce que à cause de beaucoup de mots que nous connaissons aujourd'hui, donc la corruption, la gabegie, voilà. Et les bailleurs de fonds ont quand même mis l'accent sur l'informatisation au départ, parce que, rappelez-vous, quand on est sorti de la guerre dans les années 90, ce qui s'est passé, c'est que les bailleurs de fonds ont mis l'accent sur les finances publiques. Et c'est comme ça que nous avons eu Sidonia qui a été installé à la douane, pour que la douane soit beaucoup plus efficace et puisse avoir effectivement permettre à l'État de pouvoir avoir de l'argent. Et il y a eu d'autres initiatives de développement de capacités via la Banque mondiale et la PNUD et d'autres organisations multilatérales pour pouvoir effectivement financer l'informatisation des institutions publiques qui tenaient les finances. Maintenant, avec l'arrivée du 5e président, on a une velléité de réorganiser ça, de s'aligner maintenant sur, entre guillemets, l'économie numérique. Vous avez parlé du mot génial, l'économie numérique, parce qu'avant on parlait d'informatisation. L'informatisation qui est le partage de ressources, et l'économie numérique qui pose en fait la problématique de la transaction au niveau effectivement des infrastructures électroniques. Et donc, avec l'arrivée du président Tshisekedi, on a vu dans ses discours en 2018, 2019 je crois, on a vu que effectivement derrière l'informatique était très importante pour lui, la numérisation était très importante. Et pour preuve, aujourd'hui, nous avons deux ministres, un ministre de l'éthique et un ministre du numérique. Ce qui est déjà une avancée, parce que le sujet, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi-même, j'étais au gouvernement à l'époque, et je m'occupais du numérique à la primature. On a essayé de pousser pas mal de projets. Et il y a des projets qui ont vu le jour, il y a des projets qui ont été éteints. Mais les projets les plus structurants pour le pays, qui touchaient le maximum de population, sont des projets qui ont été lâchés, malheureusement. L'économie numérique, c'est toutes les activités économiques qui tournent autour de l'outil informatique. Alors, l'économie numérique, en fait, a effectivement, pour moi, c'est ma définition, je crois qu'elle a l'économie numérique a 4 piliers. Le premier pilier, c'est autour de l'infrastructure, le matériel, que ce soit pour les ordinateurs ou les télécoms, le matériel. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, le logiciel, entre guillemets, le logiciel. Donc les applications qui tournent sur le matériel. Le troisième pilier, c'est tous ceux qui apportent le service pour combiner le matériel et le logiciel. Okay, parce que c'est un service, parce que ça vient avec une solution. Parce que derrière, il y a des fournisseurs, il y a des logisticiens qui travaillent, il y a des informaticiens qui travaillent à unir ce matériel avec le logiciel et lui donner en fait une solution. Le quatrième pilier qui est le plus important pour moi, c'est la partie transaction. Parce que la partie transaction est venue avec l'Internet en fait. La possibilité de pouvoir transacter entre des personnes qui sont proches ou qui sont éloignées à travers effectivement un tuyau qui est un tuyau électronique. Donc, je vous envoie un document, vous m'envoyez un autre document, je vous envoie un document, vous m'envoyez de l'argent, je vous envoie une marchandise, vous m'envoyez de l'argent. Donc la transaction que nous avons, avec effectivement derrière les réseaux sociaux qui interviennent et qui fait que l'Internet fait que nous sommes devenus un village planétaire. Donc c'est ça en fait l'économie numérique pour moi. Donc 4 piliers. Le premier pilier, le matériel, le logiciel, les services autour du matériel logiciel et puis les transactions. Donc c'est ça qui fait l'économie numérique. Et aujourd'hui, quand on parle d'économie numérique, on regarde plus la partie transactionnelle, parce que c'est la partie la plus importante, bien sûr.
économiquement parlant, parce que quand il y a transaction, c'est-à-dire qu'il y a échange, donc il y a création de valeur. Et donc derrière, ben, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'économie numérique. Et donc aujourd'hui, nous avons... c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, on a un ministère de l'économie numérique qui est beaucoup plus englobant qu'un ministère des postes et télécommunications, nouvelles technologies d'information. C'est plus nouvelle, hein. C'est maintenant ancienne. Donc voilà un peu. Voilà en fait la définition que je peux avoir au niveau de l'économie numérique. Bon, les infrastructures en RDC, il y a deux types d'infrastructures. Il y a les infrastructures qui sont les infrastructures télécom. Il y a des infrastructures qui sont les infrastructures informatiques. Et sur la partie infrastructure télécom, on peut dire qu'on a aujourd'hui 4 opérateurs nationaux qui irriguent l'ensemble du pays. Et je peux dire aujourd'hui, bon, de tête comme ça, on doit avoir à peu près près de 4000 antennes qui sont réparties sur les 2 300 000 km² de la République, pas de manière uniforme, et qui permettent effectivement de pouvoir prélever de la voix, ou envoyer de la voix, ou prélever de la donnée, ou envoyer de la donnée. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, derrière, nous avons la Société nationale qui a déjà fait, je crois, 400 km entre Moine et Kinshasa. On a près de 3000 km de fibre entre ici et Kasumbalesa. On a aussi, elle est doublée par une fibre qui passe sur les hautes tensions, qui est aujourd'hui gérée par un privé. On a effectivement des privés qui, derrière, sont des câbliers. On a un câblier qui a commencé à travailler de Kasumbalesa à Kolwezi, qui est en train de monter, qui a commencé aussi sur la partie ouest, qui est en train de monter. On a beaucoup de promesses, de projets sur l'installation de la fibre et des boucles locales. Donc des boucles, c'est-à-dire que dans la fibre, il y a deux sortes de fibres. Il y a la fibre qui connecte les régions, donc c'est ce qu'on appelle le backbone, la dorsale, et puis dans les villes, dans les agglomérations, on a ce qu'on appelle des boucles de fibres qui connectent tout le monde d'une certaine manière et qui permettent effectivement à ce que les entreprises et les habitations soient connectées sur la même fibre. Donc ça, c'est qu'on a un déficit criant. On a un pays sur 3 time zones, vous imaginez bien. Vous prenez le Bénin, vous faites 600 km de fibre, vous sentez tout de suite la pertinence. Ici, vous faites 600 km de fibre, derrière, notre capacité à investir dans les infrastructures est faible et les enjeux sont énormes. D'autant plus qu'une fibre seule n'a pas forcément beaucoup de valeur. Il faut toujours qu'il y ait une redondance derrière. C'est-à-dire quand vous mettez une fibre, Kinshasa, Lubumbashi, il faut peut-être en mettre 2 ou 3 pour que vraiment cette ligne-là ait de la valeur, parce que quand ça tombe, il faut basculer sur une autre. Okay. Donc, vous voyez un peu tout le travail qu'on a à faire derrière. Donc on est en sous-capacité véritablement sur les transmissions de données au sol, et même la transmission de voix, parce que dans la fibre, la voix aussi passe. On est vraiment en sous-capacité, et là-dessus, je pense que le ministère de PTNTIC est en train réellement de faire un effort pour pouvoir pousser ce secteur et faire en sorte que dans les 5-10 ans à venir, nous ayons le maximum de fibres au sol. La première des choses qu'il faut faire, c'est vraiment d'avoir la volonté et l'énergie politique pour pouvoir réaligner tout ce qui ne marche pas. Je vous donne juste un exemple. 2013, j'arrive à la primature. Le Premier ministre me dit, voilà, il nous faut un numéro de téléphone unique pour la police. Okay. Il nous faut un numéro de téléphone unique. Dans les autres pays, on a le 119, on a le 112, on a le 17. Nous, il nous faut un numéro unique. Ou alors, cherchez-moi des numéros pour la police au niveau de Kinshasa. Rappelez-vous, il y avait des Kuluna à gauche à droite, il y avait beaucoup de choses dans la ville. J'ai
dit, monsieur le Premier ministre, on peut avoir un numéro 112. On a mis le 112. Le 112, nous l'avons créé, nous l'avons mis au C3C, qui est le centre de commandement, de coordination et de contrôle de la police nationale à Limoilou. Je suis allé voir les 4 opérateurs. Les 4 opérateurs ont donné gratuitement leur connexion. Et d'ailleurs, c'est dans leur licence, c'est dit que pour les numéros d'urgence, c'est gratuit. Donc, ils sont connectés gratuitement au centre. Nous avons équipé le centre, nous avons investi plus de 3 millions de dollars. Ok? Call center, réception d'appels sur le 112, avec transmission sur les véhicules qui ont des radios UHF, VHF sur les commissariats de proximité pour que les policiers puissent intervenir dans les 5-10 minutes quand il y a un appel sur le 112. Le 112 a été innové. Le 112 a travaillé, on a mis des véhicules, on s'est dit, on va commencer commune par commune. Nous avons commencé à la commune de Kinshasa, ensuite on est à la commune de Barumbu, ensuite on est à la Gombe. On devait continuer sur les 24 communes. Aujourd'hui, le 112 est muet. Les équipements sont là. Tout est là. Les voitures ont disparu, bien sûr, mais les équipements sont là. Le 112 est muet. Pourquoi? Pourquoi le 112 est muet? Or, la délinquance continue, alors on voit les gens intervenir dans la rue, mais le centre de commandement et de coordination de la police est muet. Vous voyez? Donc, ça veut dire quelque part que nous avons un souci de ce qu'on appelle, en fait, on appelle ça, quand on fait de la construction numérique, on appelle ça une vision partagée. Nous n'avons pas une vision partagée de ce que nous voulons faire. Quand on a fait le 112, les commandants des communes ou des régions se sont sentis affaiblis. Ah, mais Bambo, Bakei, ils ont mis le 112 là-bas, donc du coup, nous, on n'aura pas le pouvoir et ils vont prendre tous les appels, ils vont intervenir. Il faut qu'on ait une vision partagée. Ok? Et ils le faisaient avec raison, d'ailleurs. Ils le faisaient avec raison. Parce qu'on n'a pas communiqué, on n'a pas fait le travail de communication et d'éducation en amont par rapport à un outil qui est un outil où tous nos voisins sont venus visiter quand on a fait le 112. Ils sont venus visiter. Le C3C, ils sont venus le visiter. C'était, à l'époque, le meilleur centre de toute l'Afrique centrale. Le chef de la police de Brazzaville est venu, les Gabonais sont venus pour voir ce que nous avons fait, avec la coopération anglaise et la participation nationale. Je crois que la coopération anglaise avait mis 2 millions et nous on a mis 1,5 million de dollars. Ok? Ce centre existe. Mais il ne marche pas. Vous savez pourquoi il ne marche pas? Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à payer les licences. Les licences softphone de quelques dizaines de milliers de dollars par an, nous n'arrivons pas à les payer. Donc la priorité n'est pas là. Donc vous voyez que le 112, si on l'avait, on voulait mettre le 112 sur la ville de Kinshasa, on voulait continuer dans les provinces, dans les régions, pour que la police puisse avoir un centre de coordination nationale. Aujourd'hui, nous avons un problème. Aujourd'hui, au niveau des recettes, je peux vous dire la chaîne de la recette, je peux vous dire que les trois régies financières sont informatisées, bien informatisées. Maintenant, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on aille au-delà, ça veut dire qu'il faut que les régies arrêtent de travailler en silo. En silo. C'est-à-dire que la DGDA travaille dans son coin, la DGI travaille dans son coin, la DGRA travaille dans son coin, et personne ne se parle. Or, on a un territoire énorme. Si vous ne vous parlez pas, vous ne faites rien. Ok? Et en plus, on a un territoire qui devient Kinshasa-centrique. Regardez un peu la position de Kinshasa par rapport au territoire. Mais c'est normal qu'on nous envahisse sur tout l'Est. Il n'y a personne. Le centre, j'en parle même pas, c'est vide. Vous avez déjà vu un pays qui se développe sans le centre? Le Congolais invente toujours des choses qui n'existent pas dans le monde. Lagos était la capitale du Nigeria, on l'a remis à Abuja qui est le centre du pays. Pourquoi on ne remettrait pas la capitale au centre? C'est un problème. Non, c'est un problème tout simplement technique. Ce n'est même pas un problème. Ce n'est pas un problème politique. C'est un problème technique. Vous voulez que je fasse le numérique, vous voulez que je fasse le cœur du numérique. Mais un cœur, on ne le met pas au pied. Un cœur, on le met là. Pourquoi on veut toujours faire les choses à l'envers? Donc c'est plus difficile de mettre un cœur dans le pied et d'irriguer un corps.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons pris le cœur, nous l'avons mis au pied, et maintenant nous voulons irriguer le cerveau. On va mettre le temps pour que le cerveau soit irrigué. Donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire différemment. Je ne parle pas politique, moi je suis apolitique, je parle technique. Il y a des questions techniques sur lesquelles on doit se poser. Ok? Est-ce qu'on fait les choses telles qu'on doit les faire? Ça c'est la première chose. Okay? Est-ce que nous voulons réellement ce que nous savons réellement ce que nous voulons? Où est-ce que nous voulons aller? Vous comprenez? Et ça c'est très important. Il faut que les Congolais puissent avoir une vision partagée. Les régies financières aujourd'hui, effectivement, ils font des plus-values. Mais les régies financières peuvent en faire 5-10 fois plus. La capacité budgétaire que nous avons aujourd'hui, c'est une capacité de pratiquement 40 milliards chaque année. Au bas mot, on fait 10 fois moins. Presque. C'est un problème. Okay? Si ces régies financières continuent encore à travailler de manière éparse, oui, ils vont faire 150% sur les objectifs. Oui, mais vous faites combien par rapport à la croissance de l'année dernière? Moi, je veux bien savoir. Mais c'est l'informatique, c'est le numérique qui va permettre. Aujourd'hui, le problème avec les régies financières, c'est ça. Il faut séparer celui qui taxe de celui qui paye la taxe. C'est tout. Il n'y a que le numérique qui peut le faire. Qu'on puisse traiter les gens de manière impersonnelle. Et je pense que la démarche du gouvernement actuel, elle est bonne. Et ils sont en train d'aller dans ce sens. Je vois le ministre des Finances qui est en train de se dépatouiller. Je vois le ministre du numérique qui est en train d'y penser et de se dépatouiller. Je vois le ministre des PTT qui sont là-dedans. Maintenant, on attend des résultats. Pour une fois, on a des politiques qui tiennent le bon langage. Ça, c'est une chance. Maintenant, il faut que ça soit converti en quelque chose de bancable et soutenable pour la population, pour que l'État puisse avoir l'argent nécessaire pour nos mamans, pour les hôpitaux, pour ceci, pour les routes, ainsi de suite. Et ça, c'est la grande bataille. Sans le numérique, on ne peut pas y aller.